Serina de Rosen, c'est un nom qui résonne dans l'univers de la mode d'Afrique et de sa diaspora. Créatrice des African Awards, Serina est également créatrice de mode, coach en images et architecte d'intérieur. En 2011, Serina de Rosen a lancé l'Ethno-Tendance Fashion Week Bruxelles, un événement de mode à forte dimension sociétale qui offre chaque année le temps d'un week-end un savant mélange de culture, de promotion artistique, de valorisation de la différence, de chic, le tout sous fond de métissage social et ethnique. Rencontre avec une dame ordinaire aux actions extraordinaires pour le développement de la culture africaine par le truchement de la mode. Alors, je suis née à Kinshasa. Mon enfance était un peu difficile parce que je suis née après le décès de ma mère, c'est-à-dire que lorsque je suis née, ma mère est décédée. Donc j'ai eu une enfance un peu difficile et disons que je suis la cadette d'une famille de 7 enfants. Et donc j'ai dû faire ma place quand même à travers cette fratrie. Et puis j'ai quitté le Congo quand j'avais 5 ans pour arriver en Belgique. Et voilà, on est arrivé en Belgique après le décès d'une mère, c'est assez tragique quand même. Et donc on a on a dû faire notre place ici en Belgique en tant que métisse. Et c'était pas facile je crois, pour aucun de nous 7. Et voilà, après, j'ai fait mes humanités ici, et puis j'ai fait des études de relations publiques, et puis d'architecte d'intérieur. Depuis très très jeune, j'étais très fort attirée par tout ce qui était beau. En fait, j'aimais beaucoup les couleurs, les matières. Et finalement, je crois que vers l'âge de 8 ans, j'avais déjà envie de faire l'architecture. Et puis finalement, on m'a un petit peu dissuadée parce que j'étais pas très bonne en maths. On me disait mais non, mais tu vas pas faire l'architecture. Et puis fin, j'ai fait les relations publiques et je suis retournée aux études pour faire l'architecture d'intérieur finalement. Et puis comment je suis en arrivée à faire Ethno-Tendance, quelque part, quel était le lien? Je pense que lorsqu'on est architecte d'intérieur, on manie les couleurs, on manie les matières, et finalement dans la mode c'est pareil. On manie les couleurs et les matières, les formes. C'est finalement si on voit un petit peu dans l'histoire de la mode, c'est-à-dire que c'est les architectes d'intérieur qui créent d'abord les tendances. Et puis la mode s'inspire des architectes d'intérieur. Très peu de gens le savent, mais au départ, on crée les tendances au niveau des bureaux d'architecture d'intérieur et la mode récupère. Donc si on dit le vert, ce sera la mode cet été, c'est déjà les architectes d'intérieur qui créent ce mouvement et puis la mode récupère. Elles sont africaines. Ça c'est certain parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et le choix était d'emblée de voyager d'abord en Afrique. Je voulais pas tellement voyager en Europe parce que voilà, j'étais déjà en Europe et ça ne m'intéressait pas. Je voulais retourner aux sources et effectivement tous les voyages que je faisais, chaque fois que je pouvais voyager, c'était en Afrique. Donc du coup, j'étais inspirée par l'Afrique et puis j'étais inspirée par les marchés, par tout ce qu'il y a en Afrique en fait, aussi dans les tapisseries, les tissus. On a par exemple au Congo le tissu du Kassai qui est un tissu magnifique. On a des bougolans, on a une richesse incroyable. Et donc lorsque j'ai quitté le premier pays où j'ai été mettre les pieds, je pense que c'était en Côte d'Ivoire parce que un de mes frères travaillait en Côte d'Ivoire. Et là je me suis dit mais je peux pas quitter ici sans avoir fait une ligne de vêtements. C'était ma première ligne de vêtements que j'avais fait à l'époque et je me suis dit mais c'est pas possible, les tissus sont magnifiques, je peux pas sortir d'ici sans avoir fait quelque chose. Du coup j'ai créé une petite ligne de vêtements, puis je rentre avec ma première collection et les gens m'ont regardé et m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais, mais enfin tu vas jamais pouvoir vendre ça en Belgique, si les gens n'ont pas du tout envie de faire ça,
c'est pas j'étais vraiment précurseuse, je dirais. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit mais enfin on nous voit pas. J'étais dans les salons en France, à New York, un peu partout, et puis je disais mais on voit pas ce que les créateurs africains font. On voit pas tout le beau qu'il y a à travers notre mode, à travers nos cheveux, à travers nos parures. Tout ça n'était pas visible. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais attendre, en fait? Et à ce moment-là, j'ai parlé de ça à mes filles, qui sont devenues mon bras gauche et mon bras droit, et mes inséparables, parce que d'ailleurs j'ai créé une ligne qui s'appelle Jamais sans mes filles, et on est parti voilà, pour la grande aventure maintenant qui dure depuis 12 ans déjà. Alors, c'est un choix qui n'est pas facile, évidemment, parce que, étant donné que j'ai beaucoup de leads, il fallait que je puisse aussi laisser le lead à mes filles, à un moment donné. Ce qu'elles font maintenant aujourd'hui, elles sont mes collaboratrices, je dirais. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un peu difficile, parce qu'évidemment, je suis maman solo. J'ai élevé mes enfants seule, donc mon aîné avait 2 ans, donc voilà, je me suis retrouvée avec 2 petits bouts de chou. Et donc, évidemment, en ayant le rôle de père et le rôle de mère, c'était un petit peu difficile. Parce qu'en grandissant, évidemment, il fallait que je puisse aussi lâcher un petit peu le lead. Et c'était pas évident, mais finalement, je pense que ça a très bien fonctionné parce que je dirais qu'elles ont eu beaucoup de tact. Parce qu'en tant que leaduse dans une fashion week comme ça, où quand même il y a 350 personnes que je dirige, et donc à un moment donné, je me suis retrouvée chef d'entreprise comme ça, en me disant mais oulala, comment est-ce que je vais faire? Il fallait pouvoir parler aux gens et tout ça. Et donc c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup aidée pour être mon miroir. C'est-à-dire qu'elle me disait, écoute, maman, c'est pas bien, il faut pas que tu fasses ça comme ça, c'est pas bien, il faut que tu fasses ça comme ça, ou c'est très bien, waouh, t'as fait ça. C'était vraiment une grande aide pour moi au niveau leadership, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on a un certain leadership, mais le fait d'avoir eu le miroir de mes filles m'a permis de m'améliorer dans mon leadership. Bon, en tant que mère, je dirais la première des choses pour que les enfants acquièrent ce leadership, je pense que c'est l'écoute. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de ses enfants. Et puis, après, comme disait tout à l'heure la dame de Côte d'Ivoire, il faut leur apprendre des valeurs. Ça, c'est sûr aussi. Et il faut être résiliente. Il faut avoir beaucoup de résilience et beaucoup de courage aussi et être déterminé. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire que lorsqu'on a un projet, il faut aller jusqu'au bout. Je me rappelle qu'elles ont fait beaucoup des activités artistiques parce que je pense que l'art est très important pour l'épanouissement des enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, on a enlevé beaucoup d'activités créatives au niveau des écoles. Mais je pense que c'est super important pour l'épanouissement d'un être, tout simplement. Et donc... ma fille aînée faisait du piano et elle avait un mauvais rapport avec son prof et elle disait oh non, je veux plus continuer, je veux arrêter, j'en ai marre, le solfège, j'en ai marre et tout. Et puis je disais non, il faut que tu continues absolument, que tu ailles jusqu'au bout de l'année pour te rendre compte que est-ce que tu aimes le piano ou est-ce que tu ne l'aimes pas? Et de ce fait, elle a continué malgré tout. Hein. J'étais derrière, mais voilà. Après, finalement, elle a choisi de faire le chant jazz et elle a terminé son cursus en chant jazz.